du mandat qui nous a été donné par le Sénat. Et croyez-moi, nous le faisons avec beaucoup de respect pour la difficile fonction que vous exercez à la tête des femmes et des hommes qui font partie du groupe de sécurité du président de la République. Et nous mesurons bien la difficulté pour vous de venir apporter votre témoignage et sans doute aussi vos réflexions à la commission des lois du Sénat, alors que vous vous inscrivez naturellement dans une hiérarchie que vous avez aussi le devoir de respecter. Je voudrais vous dire que je l'ai dit assez souvent au commencement de ces auditions, mais j'éprouve particulièrement le besoin de le dire quand il s'agit de l'audition d'un serviteur de l'État qui remplit une tâche particulièrement difficile et importante pour la République. Nos auditions sont destinées à nous permettre de voir clair. Ce sont des auditions et les mots ont un sens, ce ne sont pas des comparutions. Donc elles ne postulent pas qu'il y aurait des choses à reprocher aux gens que nous auditionnons, mais nous avons besoin d'eux pour concourir à notre travail d'enquête parlementaire que le Sénat nous a confié à l'unanimité lundi dernier. C'est très important pour nous de vous entendre et d'avoir une vision professionnelle de ce qu'est l'organisation de la protection du président de la République, tout en sachant que vous n'avez pas à nous dévoiler de secrets de fabrication qui peuvent être, j'utilise cette expression approximative, pardon, mais qui peuvent être nécessaires à la qualité de la protection du président de la République. Et donc, ne nous dites du point de vue technique et pratique que ce qu'il vous paraît possible de nous dire, mais nous avons des points à clarifier qui sont plus délicats peut-être pour vous, notamment les relations entretenues entre l'adjoint au chef de cabinet chargé de mission à la présidence de la République, M. Benalla, et votre groupe, puisque lui-même, dans plusieurs déclarations, n'a pas hésité à faire état de relations tendues. C'est sur la place publique. Peut-être n'avez-vous pas perçu ces tensions, mais lui, en tout cas, les exprime. Nous aurons naturellement, et je le regrette, à vous poser des questions précises sur ce point, et vous nous direz ce que vous croirez pouvoir nous dire. Comme pour les personnalités que nous avons auditionnées, je vais devoir vous rappeler, ce n'est pas une suspicion particulière, mais c'est la règle de notre procédure, qu'un faux témoignage devant notre commission des lois, doté des prérogatives d'une commission d'enquête, serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et je vais vous inviter à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie, mon colonel. Alors, comme c'est l'usage, je vous propose d'introduire votre propre audition par un court propos dans lequel vous pourriez peut-être nous présenter votre service et éventuellement commencer à lever le voile sur les difficultés qui ont pu apparaître dans la collaboration entre l'adjoint au chef de cabinet Monsieur Benalla et le groupe de sécurité du président de la République. Vous avez la parole. Est-ce qu'on appuie? Comment ça se passe? Il faut appuyer sur le bouton. C'est bon. D'accord. Monsieur le Président, Madame la co-rapporteure, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, votre commission d'enquête mène sa mission d'information. Il est important de rappeler le cadre sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre et de protection de hautes personnalités, ainsi que le régime des sanctions applicables en tant que manquement. Je m'efforcerai de répondre avec le plus de clarté à vos questions. Et j'en profite dans ces propos liminaires pour vous remercier de me donner la possibilité de m'exprimer pour apporter un certain nombre de précisions. Dans ce cadre, je veillerai à respecter le principe de séparation des pouvoirs qui ne me permettra ni de répondre
aux questions portant sur des faits en lien avec l'information judiciaire en cours, ni à celles portant sur l'organisation même interne de la présidence de la République. Enfin, ma position spécifique au cœur du dispositif de sécurité de la présidence de la République m'oblige à respecter une vigilance toute particulière en matière de protection du secret de la défense nationale. Ainsi, je ne pourrai pas aborder les différents modes d'action nécessaires à la protection du président de la République. Ceci étant dit, je vais commencer à répondre à une de vos questions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, concernant ce qu'est le GESPER, ce qu'est l'unité que je dirige. Le GESPER est une entité du SDLP, Service de la protection de la police nationale. Ces missions sont clairement mentionnées dans l'article 4 de l'arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection de la police nationale. Ces missions, je cite, sont sur le territoire français et à l'étranger d'assurer la protection personnelle et immédiate du président de la République et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à sa sécurité, notamment à l'organisation matérielle et à la sécurité de ses déplacements. Les effectifs du GESPER en l'état actuel sont de 76 personnels, femmes et hommes, répartis comme suit: 40 fonctionnaires de police et 36 militaires de la gendarmerie. Je poursuis par rapport aux questions que vous avez posées, Monsieur le Président. Quelles étaient les relations entre M. Benalla et le GESPER? On va aller dans le vif du sujet. Alors, M. Benalla était à la chefferie de cabinet. J'ai vu que vous avez appris ce nom bizarre, chefferie de cabinet, mais c'est le nom usuel. Je vois avec plaisir que vous suivez nos travaux, mon colonel. Mais absolument, absolument. Voilà. J'ai vu que vous avez des références assez lointaines, géographiques. Voilà, donc, M. Benalla était à la chefferie de cabinet. Il officie dans toutes ses missions sous l'autorité du chef de cabinet, M. François-Xavier Loche. M. Alexandre Benalla était chargé de mission adjoint au chef de cabinet. Je précise que dans la chefferie de cabinet, il y a le chef de cabinet, il y a le chef adjoint de cabinet, qui sont nommés au journal officiel, et il y a 2 chargés de mission, adjoints au chef de cabinet, dont faisait partie M. Benalla. Ces missions, je vais les séquencer de manière temporelle. Et ça va vous donner des éclairages sur quelles étaient ces missions et ses relations avec le GESPER. Jusqu'au 1er mai 2018, ces missions étaient triples. La plus importante mission, c'était la participation à l'organisation des déplacements officiels du président de la République, sous l'autorité du chef de cabinet. À ce titre, il assurait la coordination des services qui concourent à l'organisation du déplacement, conformément aux programmes qui sont arrêtés par le chef de cabinet. Quand on parle de coordination des services, dans ces services-là, il y a le GESPER. Mais il n'y a pas seulement le GESPER. Il y a tous les services qui concourent à la sécurité et les autres services qui concourent au déplacement. Parmi ceux qui concourent à la sécurité, vous avez les services locaux, bien évidemment, compétents. Ça va être la préfecture de police sur l'agglomération parisienne. Ça va être les services de police ou de gendarmerie en département, en province. Et les autres services du palais, c'est par exemple le service de l'intendance, le service de l'audiovisuel, le service presse. En fait, la chefferie de cabinet, c'est le chef d'orchestre des déplacements du président de la République. M. Benalla officiait toujours sous l'autorité du chef de cabinet. Ça veut dire que, par exemple, avec les autres services,
faisant en sorte effectivement que le podium pour le président soit bien installé en liaison avec l'audiovisuel, que le pupitre soit bien là, que les élus soient bien à l'accueil, etc., que la presse soit bien là quand il fallait que la presse soit là. Voilà, l'ensemble de ce que vous avez connu, que vous connaissez dans les départements dans lesquels vous êtes. À ce titre, étant le chef d'orchestre, il n'avait aucune autorité directe sur les services de sécurité. Que ce soit sur le GSPR, bien entendu, ou que ce soit sur les services compétents territorialement qui sont sous l'autorité du préfet de département ou du préfet de police pour ce qui concerne l'agglomération parisienne. Ceci étant dit, sa fonction de coordination dans le cadre de l'organisation des déplacements pouvait avoir des conséquences en matière d'évolution du dispositif. Quand il y avait des cas non conformes qui se présentaient, par exemple, on avait des élus qui n'étaient pas à l'heure, il fallait faire temporiser un petit peu le séquençage. Quand il y avait des séquences qui étaient un peu raccourcies, d'autres qui sont un petit peu, qu'il faut sauter parce que ça prend un peu plus de temps, les journalistes qui ne sont pas là où il faut, ou alors on rajoute une petite séquence. Voilà, tout ça, effectivement, en tant que chef d'orchestre, il donnait les consignes sous l'autorité du chef de cabinet, et tous les services qui concourent au déplacement s'articulaient de manière à répondre à cette orientation, à ces orientations. Le deuxième volet de sa mission, de ses prérogatives, c'était l'organisation des déplacements non officiels du président de la République. Toujours sur le volet organisationnel. Les visites de reconnaissance, le contact avec les interlocuteurs que rencontrait le président, le lien avec le président pour tout ce qui était par rapport à ses différents souhaits. Et là aussi, son rôle était un rôle de chef d'orchestre, sachant que la partie sécurité incombe en propre en matière d'exécution au GSPR sous mon autorité. Le troisième volet qui n'est pas en lien direct avec les missions du GSPR, c'était la gestion des invitations pour le 14 juillet. Donc voilà les trois volets de sa mission sous l'autorité du chef de cabinet jusqu'au 1er mai 2018. Et il y a eu les événements que l'on connaît. Il y a eu la période de suspension. Et à son retour au palais à compter du 22 mai 2018, il y a eu un recentrage de ses missions. Donc il avait toujours la gestion des invitations du 14 juillet, il avait toujours l'organisation des déplacements non officiels du président, mais pour tout ce qui concerne les déplacements officiels du président, il n'y participait plus. Et ces missions ont été recentrées par le directeur de cabinet sur des missions au sein du palais de l'Élysée, comme l'organisation des réceptions, l'organisation de réunions importantes, etc., etc. Voilà un petit peu la description que je peux faire des relations, je dois dire, fonctionnelles entre M. Benalla sous l'autorité du chef de cabinet, ça j'y tiens beaucoup, parce que M. Benalla, contrairement à ce qu'on peut penser, était quelqu'un de contrôlé, et il officiait sous l'autorité directe du chef de cabinet. Après, au niveau des relations, moi j'ai toujours entretenu en tant que chef de service d'excellentes relations avec M. Benalla. C'est quelqu'un qui était dévoué, disponible, réactif, opérationnel dans son métier d'organisation. On entretenait d'excellentes relations également sur le plan humain. Et c'est le cas aussi avec mes collaborateurs et mon collaborateur ici présent en tant qu'adjoint. Donc le volet professionnel, le volet relationnel, fonctionnel, relationnel. Après, vous avez évoqué également que, je cite, sur la place publique, M. Benalla faisait état ou aurait fait état de relations tendues. Alors,
Moi, il ne me semble pas avoir entendu M. Benalla dire qu'il avait des relations tendues avec le GSPR. Je pense que c'est plutôt d'autres personnes qui ont parlé de relations tendues avec le GSPR, de potentielles relations tendues. Voilà. Mon colonel, je faisais référence aux propos de M. Benalla dans le journal du dimanche hier, et également dans Le Monde, admettant des frictions. Mais voilà, et des non-dits. Bon, mais nous entendons votre témoignage, bien sûr. Est-ce que vous avez achevé ce propos liminaire? Oui, Monsieur le Président. Merci, mon colonel. Vous nous avez indiqué que M. Benalla ne participait plus au déplacement officiel du président de la République après la reprise de ses fonctions à l'Élysée. Pourtant, il est à peu près admis maintenant qu'il était, c'est même pas à peu près, il est complètement visible qu'il accompagnait le président à Giverny comme à la cérémonie d'entrée au Panthéon de Madame Veil et de son époux, ce qui signifie quand même qu'il continuait à apporter un certain concours dont je ne cerne pas exactement la nature à ses déplacements à l'extérieur. Mais laissons cela de côté. La première question que j'ai envie de vous poser, je vois bien qu'il y avait dans la définition de fonction, en quelque sorte, dans la fiche de poste, ces trois dimensions. Elles nous ont été également exposées par le directeur du cabinet du président de la République, et nous aurions été surpris que vous ayez une vision différente de ce qu'était la description de sa fonction. Mais il est aussi important pour nous d'essayer de mesurer quelle était l'importance respective de ces trois fonctions. Nous le voyons souvent dans les déplacements officiels, non pas dans la participation à l'organisation, mais dans une présence qui évoque une fonction de protection rapprochée, qui n'entre pas dans sa définition de fonction, mais dont on peut concevoir que sans avoir eu à l'écrire dans la fiche de poste, et il était convenu qu'en raison de son expérience dans ce domaine, il remplissait aux côtés de votre propre équipe, de vos propres équipes, une fonction de protection. Comme il était par ailleurs titulaire d'un port d'armes et que ce port d'armes a été justifié par le préfet de police par les fonctions de police qu'il exerçait, nous nous sommes également demandé si cette arme qu'il portait, il ne la portait pas essentiellement pour accompagner les déplacements privés du président, et ceci évoquerait également cette fonction, pour parler simplement avec des mots de tous les jours, de garde du corps. Je voudrais que vous puissiez nous indiquer, puisque vos collaborateurs, même dans les déplacements privés, sont également amenés, heureusement d'ailleurs, à assurer la sécurité du président de la République, si c'est une vision fausse que j'énonce ou si c'est une vision exacte. Alors, Monsieur le Président, il y a plusieurs sous-questions dans votre question. Je vais tâcher d'y répondre de la manière la plus claire, la plus exhaustive. Je vais revenir au départ par ordre chronologique sur Giverny et le Panthéon. Giverny était un déplacement non officiel du président. Et tout à l'heure, j'ai rappelé que M. Benalla était toujours en charge, à compter du 22 mai, des déplacements non officiels du président. Donc là, c'est pas une surprise qu'il ait été présent en termes d'organisation dans ce déplacement-là. Concernant le Panthéon était un événement d'ampleur pour la présidence de la République et donc pour la chefferie. Je ne vais pas m'exprimer au titre et à la place, bien évidemment, du chef de cabinet, mais la vision que j'en ai, c'est effectivement des déplacements d'ampleur. Tous les moyens de la chefferie de cabinet sont mobilisés. Et il a été immobilisé à ce titre-là,
puisque les 4 personnels de la chefferie de cabinet l'étaient pour cet événement d'ampleur, comme ce fut le cas d'ailleurs pour le 14 juillet. Voilà pour donner quelques précisions. Donc il n'y a rien d'étrange, tout est explicable et très clairement. Y a-t-il une importance respective dans ces 3 fonctions? Tout ça dépend des déplacements du président, très clairement, ça dépend. Le 14 juillet, c'est une fois, puis après les déplacements, il y a plus de déplacements officiels que de déplacements non officiels. Donc l'importance est liée au déplacement en tant que tel du président de la République. Après, vous avez dit, si je me permets, qu'il était convenu qu'il remplissait aux côtés de vos équipes des fonctions de protection. Monsieur Benalla, comme j'ai dit tout à l'heure, ne dirigeait pas le GSPR et n'occupait aucune fonction de protection du président de la République. Il a pu y avoir, vous pouvez avoir une confusion effectivement, et là je vais vous apporter une précision, dans les images certaines images que vous avez pu voir de M. Benalla en action. Il faut différencier ces images durant la période où il était, c'était pendant la campagne électorale, de la période à compter de l'investiture du 14 mai 2017. À compter du 14 mai 2017, moi je ne vais pas parler de la période hantée puisque je ne l'ai pas vécue, parce que j'étais en fonction au GSPR sous le président Hollande. Mais à compter du 14 mai 2017, nous avons eu des évolutions en matière d'organisation et des évolutions opérationnelles en liaison avec le chef de cabinet. C'est pour cette raison que M. Benalla, comme les autres membres de la chefferie de cabinet et comme d'autres membres des différents services qui concourent à l'organisation et au bon déroulement des déplacements des présidents de la République, ont été dotés d'équipements radio. Sauf que les équipements radio, je vais schématiser, nous on a notre propre bulle radio sécurité, et donc moi j'ai consenti en liaison avec le chef de cabinet à dédier des équipements radio sur un autre canal complètement différent pour permettre au canal organisation de pouvoir travailler ensemble. Concrètement parlant, vous avez le chef de cabinet qui est en liaison avec l'attaché de presse qui gère le pôle presse, avec le photographe par rapport à son positionnement, en liaison avec les différentes, avec le protocole, etc., etc. Donc concrètement, il y a un certain nombre de personnes qui est disposé de radio sous l'égide du chef de cabinet, de manière à faire en sorte, notamment dans des déplacements qui ne nécessitent pas le déplacement physique, parce que si on a un déplacement physique de telle ou telle entité, telle ou telle personne, vous comprendrez aisément que ça déstructure un petit peu l'organisation. Donc ça permettait au chef de cabinet de pouvoir coordonner avec la communication, l'audiovisuel, le photographe, etc., de coordonner l'organisation même du déplacement. Et donc de ne pas pénaliser aussi la sécurité. Tout ça travaillant de manière la plus cohérente possible. Donc une bulle sécurité, une bulle organisation et 2 bulles complètement étanches. En fait, la seule personne qui écoute l'autre bulle, c'est le chef du GSPR. Parce qu'en fait, moi, je suis responsable de la bulle sécurité, mais j'écoute la bulle organisation pour pouvoir trouver cette cohérence-là. Et donc, M. Benalla, quand on le voit notamment au Salon de l'Agriculture, avec une oreillette, c'est une oreillette pour la bulle organisation et pas pour la partie sécurité. Et son positionnement physique est là pour, comme pour le chef de cabinet, vous voyez d'autres déplacements du président, le chef de cabinet ou le chef adjoint de cabinet, sont là pour être au plus près du président, pour le tirer et pour faire en sorte qu'il emprunte bien le chemin qui soit celui qu'on est prévu pendant la mission de reconnaissance. Et également pour recueillir ses observations ou ses souhaits de pouvoir changer à un moment donné de cheminement, et auquel cas, il nous avertit en disant tiens, au lieu d'aller dans tel stand, si c'est tel stand, il va dans tel stand. Donc là, ça nous permet de nous réarticuler. Voilà, ça c'est totalement explicable sur le plan technique, et voilà pourquoi il portait une oreillette. Merci. Et le port d'armes? Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais vu M. Benalla avec une arme dans les déplacements du président de la République. Ça, c'est pour ce qui vous concerne. Est-ce que vous avez des membres du groupe de sécurité de la présidence de la République qui ont eu à accompagner le président de la République en même temps que le faisait M. Benalla et qui ont constaté qu'il portait une arme? Je n'ai eu aucun retour en ce sens.
Merci, mon colonel. Est-ce que c'est Madame Jourda ou Madame Jourda? Merci, Monsieur le Président. Colonel, nous essayons, vous l'avez compris, de consigner et de confronter différentes informations qui nous parviennent pour qu'elles aient un sens. Bon, ce qui n'est pas toujours le cas. Notamment, nous avons entendu, mais vous le savez, les syndicats de police qui faisaient état des relations difficiles. Ils avaient utilisé un terme beaucoup plus fort, ils avaient utilisé pour certains, exécrable, entre M. Benalla et les policiers avec lesquels il travaillait. Et nous avons M. Benalla lui-même qui admet que les relations étaient difficiles aussi avec le GSPR, en parlant notamment de friction. Ce sont des articles qui sont parus auxquels il a été fait allusion tout à l'heure. Vous nous indiquez que vous-même et vos collaborateurs n'avaient pas connu ce type de difficulté, que vos relations étaient bonnes. Alors, quand vous parlez de vos collaborateurs, vous parlez de vos collaborateurs proches ou de l'intégralité de vos hommes, ceux qui sont sous votre commandement? Si tel est le cas, c'est-à-dire si l'intégralité des hommes qui sont sous votre commandement n'ont pas de difficulté avec M. Benalla, comment expliquez-vous ces propos tenus à la fois par lui et par les syndicats? Mon colonel, pardon. Madame la co-rapporteure, je vais me permettre une précision et une question avant de vous répondre. Par rapport à la mission de la commission, de votre commission, qui est de voir si des personnes faisant pas partie des forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent participer à des missions de protection. Quel est le rapport entre les relations et les missions des personnes qui peuvent participer à des missions de protection? Si vous pouvez m'expliquer avant que je puisse répondre, s'il vous plaît. Alors, il s'avère que ce sont plutôt nous qui posons des questions que les personnes qui sont auditionnées. Pour autant, de ce que j'entendais, de ce que vous avez dit, vous indiquiez que M. Benalla était amené à donner des consignes dans son rôle de coordination. On a pu le voir, notamment dans une vidéo qui a été récemment publiée par un syndicat de police, s'exprimer lors du retour des Bleus à l'égard de policiers d'une façon assez raide, si je puis dire. Est-ce que ces consignes n'ont pas pu être je dirais, interprétés comme des ordres à l'égard des membres du GSPR qui n'ont pas d'ordre à recevoir du coordinateur? C'était ça le sens de ma question, entre autres. Je vous remercie, madame. C'est beaucoup plus clair pour moi, pour pouvoir répondre. Alors déjà, je ne commenterai absolument pas les propos tenus par les collègues du syndicat de police, parce que ça ne m'appartient pas de les commenter. J'ai bien évidemment un avis personnel que je ne fournirai pas ici, mais je ne les commenterai pas. Et je ne commenterai pas non plus les propos tenus par M. Benalla, puisque la paternité lui en revient, puis je ne suis pas dans sa tête. Ceci étant dit, le correspondant, dans ce que je décrivais tout à l'heure dans l'émission, le correspondant naturel du chef de cabinet ou de ses adjoints, c'est le chef du GSPR. Donc à la limite, si quelqu'un avait eu à se plaindre de paroles un peu plus véhémentes ou tendues, c'est moi ou mes adjoints. Moi, à titre personnel, M. Benalla ne m'a jamais mal parlé ou autre, bien au contraire. Après, vous imaginez bien que dans les déplacements, des fois il y a des moments de tension. On ne va pas forcément prendre toutes les circonvolutions de courtoisie, parce qu'il faut que ça aille vite et que ça soit très réactif. Donc effectivement, le chef de cabinet ou ses adjoints ne s'adressent pas à mes personnels directement. Parce que c'est un rôle d'organisation. Donc le chef d'orchestre, il s'adresse par exemple au chef des violons, etc. Et il s'adresse au chef du GSPR. Et c'est le chef du GSPR qui traduit en termes opérationnels les instructions du chef de cabinet ou de ses adjoints. Bien évidemment, si M. Benalla ou le chef de cabinet ou le chef adjoint de cabinet s'adressait directement à un personnel, ça me paraîtrait quand même très étrange, ce qui n'est absolument pas le cas. Parce que le seul à avoir la vision globale de la posture de sécurité à adopter, c'est le chef du GSPR dans l'émission. Donc le chef de cabinet
ou M. Benalla en l'occurrence, parce qu'on parle de lui, s'adresse au chef du GESPER ou à ses adjoints, dire voilà, ce serait bien de faire ça, et on le met en musique sur le plan opérationnel. Mais moi, j'ai pas eu de retour particulier indiquant une attitude particulière ou véhémente de M. Benalla de manière récurrente. D'ailleurs, si je me souviens bien, vous avez posé une question au syndicat de police en leur demandant leur source à un moment donné. Et donc, c'est des sources locales, correspondants locaux du service de la protection. Il me semble que ni le chef du SDLP, ni le directeur général de la police nationale n'ont eu de retour dans ce sens-là. Ni moi-même, bien évidemment, étant sous l'autorité organique du chef du SDLP. Donc moi, je suis très preneur d'avoir ce type de retour-là, parce que peut-être que des gens ont mal senti, mais moi, personne ne m'en a est venu me le dire. Très bien. Je suis très preneur s'il y a des retours. Merci, mon colonel. Eh bien, nous sommes, nous aussi, très preneurs d'informations. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. Colonel, vous nous avez indiqué tout à l'heure que seul le GESPER était chargé de la protection du Président de la République. Avant vous, nous avons auditionné Monsieur le Préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui nous indiquait qu'à une reprise, lors d'un déplacement public du Président de la République, il avait vu Monsieur Benalla en protection face à la foule, à l'instar des autres membres, des membres plutôt, du GSPR. Alors, je souhaiterais savoir quelle réflexion ça vous inspire, et surtout s'il n'est pas possible, c'est une hypothèse, hein, je n'en fais qu'une hypothèse, lorsqu'il y a précisément des moments de tension, comme vous l'indiquez, dans les manifestations, que M. Benalla prenne de fait le rôle d'un membre de la protection du Président de la République. Mon colonel. Madame, dans les moments de... Je fais attention au terme, dans les moments de tension. Ce n'est pas tension entre le GESPER et M. Benalla, c'est dans les moments de tension, dans le cadre du déplacement. Hein. Dans les moments de tension, je dirais, le dispositif du GESPER reste à la main du GESPER. Le dispositif de sécurité reste à la main du chef du GESPER. Il est bien évident, mais là on parle de M. Benalla, mais c'est le cas pour le chef de cabinet, pour le chef adjoint de cabinet, que lorsqu'on a des mouvements de foule et qu'il y a nécessité, eh bien le chef de cabinet, ou en l'occurrence M. Benalla, ne va pas s'effacer physiquement. Je veux dire, ils participent, ils vont peut-être donner un peu plus de fluidité, c'est évident. Quand vous avez des gens qui se présentent devant pour venir parler au président, ben vous avez aussi un filtrage de la part du chef de cabinet qui autorise ou pas de fait aux personnes de pouvoir accéder au président. Donc oui, ça peut donner cette impression, mais dans les faits, c'est absolument pas le cas. Merci de votre réponse, Madame. Je précise oui, quand même que je précise, là on parle de M. Benalla, mais c'est le cas de tous les membres de la chefferie de cabinet. C'est qu'à un moment donné, en cas de nécessité, ben, également, ils vont peut-être un peu plus pousser. Ça se voit par exemple sur l'agriculture. On peut prendre d'autres images où M. Loche fait aussi cette posture. C'est normal, c'est pas illogique. Mais ils ne font pas partie de la bulle de sécurité. Madame Jourdain, Monsieur le Président Sueur. Oui, mon colonel, je voulais vous féliciter pour commencer pour votre placidité. Parce que, naturellement, M. Benalla ne s'exprime pas exactement dans les mêmes termes. Quand vous lisez le journal paru hier, il dit par exemple le GSPR est l'enfant terrible de l'Élysée. Vous ne nous donnez pas, permettez-moi de vous le dire, l'impression d'être le chef d'un enfant terrible de l'Élysée. Peut-être, monsieur l'adjoint, peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas ce sentiment. Il parle de friction, de non-dit. Il parle d'incohérences totalement incroyables s'agissant du GSPR. Relisez l'article. Il dit, voilà, il faut une autre organisation. Donc il semble être chargé de réfléchir à une autre organisation. Mais il nous dit, il y a un acteur qui est contre, radicalement contre, c'est le ministère de l'Intérieur. Quand même, un représentant du cabinet du président de la République qui dit comme ça
ces choses à l'égard du ministère de l'Intérieur, ça pose quand même quelques problèmes. Et la théorie que vous nous expliquez, et vraiment vous l'expliquez avec, je crois, beaucoup de clarté, en vertu de laquelle M. Benalla n'aurait pas de mission de sécurité, elle est quand même battue en brèche par le fait qu'il a, vous le savez, un port de police considérant, c'est écrit sur le document, que M. Benalla exerce des missions de police, pas de sécurité, de police. Vous avez dit port de police, cher collègue, mais chacun a rectifié. Port oui. d'armes, Merci. tout le monde a Oui, bien rectifié, sûr. bien sûr. Et d'autre part, j'imagine que par rapport à vos subordonnés, les hommes et les femmes, qui, je dois le dire, assurent une mission extrêmement difficile, très très difficile, votre mission. Tout à fait. Ce qui se passe le 1er mai, lorsque c'est connu, ça ne doit pas complètement les réjouir. Enfin, que quelqu'un qui n'a aucune attribution de police se comporte de cette manière, que peut-être ce ne soit pas la seule fois dans la journée, puisqu'on a eu un autre témoignage, tout cela pose quand même problème. Une fois que ces faits ont eu lieu, qui ont une certaine gravité, dont beaucoup pensent qu'ils eussent dû donner lieu à une saisine de la justice dès le 2 mai, revient et exerce des missions très notoires, très visibles, est-ce que ça ne pose quand même pas des problèmes? Est-ce que ce n'est pas perçu par vos hommes et vos femmes d'une manière problématique? Et enfin, je termine, j'ai qu'une seule question. On a eu le sentiment, peut-être à tort, que M. Benalla était une sorte de garde du corps. Ce que nous a dit le préfet de police des Bouches-du-Rhône par rapport aux déplacements privés corrobore cela. Le fait qu'il dise lui-même qu'il n'utilise son arme, il n'utilise son arme que pour les déplacements privés. Ce qui prouve que pour les déplacements privés, il a une arme et il pense qu'il est légitime qu'il y ait une arme. Et s'il est légitime qu'il y ait une arme, c'est pour qu'on puisse éventuellement s'en servir. Et on est donc dans la sécurité ou dans la police. Donc, est-ce que tout cela ne crée pas une confusion? Et enfin, j'ai eu l'occasion, très souvent, pour des situations que j'ai vécues comme élu, voyez-vous, de voir de très près ce que c'est que la protection rapprochée. Vous l'avez vu 1000 fois plus que moi. Et je pense à une grande fête à laquelle je participe chaque année depuis 37 ans, et où vous avez une personnalité, 4 ou 5 fois le président de la République, qui se promène sur 4-5 kilomètres dans une rue où il y a plein de monde. Bien, je vois ce que c'est que votre travail à 20 cm, 30 cm, 40 cm. Et quand vous avez quelqu'un qui est toujours là, et qui, à côté, et qui n'a pas de mission de police et de sécurité, est-ce que ça ne finit pas par créer un problème ou par constituer même un obstacle à certains égards par rapport à votre professionnalisme que je tiens encore une fois à saluer? C'est ma seule question. Je reconnais qu'elle est un petit peu développée. Il y a plusieurs questions. Oui, elle est développée. Mais je n'en poserai pas plus. Mon colonel, vous avez la parole. Monsieur le sénateur, si j'oublie une question, vous me rappellerez. On le rappellera. Vous comprendrez aisément, mesdames, messieurs, que je ne m'exprimerai pas je ne rapporterai pas le sentiment des femmes et des hommes du GESPER concernant les faits du 1er mai. Ça leur appartient, comme mon appréciation personnelle, c'est évident. Bien évidemment, je dirais juste que c'est une faute. La faute, elle est grave, voilà, et qu'elle est prise en tant que telle, et qu'elle a été prise en tant que telle. Le reste faisant l'objet de l'information judiciaire auquel je faisais référence tout à l'heure. Sur les propos tenus par donc, M. Benalla dans le journal du dimanche. Bon, je ne les ai pas vus. Sur l'enfant terrible de l'Élysée. Vous vous intéressez davantage aux travaux de notre commission qu'aux articles de presse, manifestement. Oui, parce que ça fait choc. Hein, et... Allez-y, mon colonel. Je dirais que le dimanche, je me repose. Donc, sauf quand le président est sorti. Sauf quand le président, effectivement, est sorti. Ces propos n'appartiennent qu'à lui.
très clairement. Sur les frictions, les non-dits, là aussi, ces propos n'appartiennent qu'à lui. Moi, très clairement, je pense que s'il y avait des soucis au sein du GSPR, je pense que j'en aurais eu déjà des retours depuis plus d'1 an et demi que je commande le GSPR. Voilà. On pourrait dire, en somme, que de votre point de vue, s'il y avait des frictions, elles ne dépassaient pas les tensions normales qu'il y a dans toute organisation de travail et que vous n'avez donc pas eu à en connaître. Dans un système humain, il y a forcément des frictions. Oui, bien sûr. Le monde n'est pas parfait, bien évidemment. Comme il y a des... Effectivement, on forme une équipe au sein de l'Élysée. Hein, c'est des équipes qui constituent, c'est comme un sport collectif. Dans un sport collectif, effectivement, des fois, il y a des petites tensions, mais le but, c'est que l'effet final soit le meilleur possible, très clairement. Mais effectivement, ça n'est pas les frictions. Moi, j'en ai pas connu, j'en connais pas de très importantes qui mériteraient effectivement d'être mises sur la place publique, très clairement. Y compris, permettez-moi, y compris dans la mise en œuvre de la protection rapprochée. Si quelqu'un est là, très proche, ça ne pose pas de problème. Ça n'a jamais posé de problème. Je reprécise, monsieur le rapporteur, que monsieur Benalla, en tant que chef du GSPR, moi, en tant que chef du GSPR, je précise que monsieur Benalla ne faisait pas de mission de protection. Et que l'attitude qu'il a pu avoir à un moment donné était liée à sa fonction au sein de la chefferie de cabinet. J'ai expliqué notamment l'oreillette. Pourquoi? La proximité. Pourquoi? Voilà, j'ai bien expliqué techniquement. Donc là, moi, je ne peux pas vous en dire plus. Non, mais je ne demande pas. Il ne faisait pas partie du GSPR, il ne dirigeait pas le GSPR, il n'avait pas de fonction de sécurité au GSPR. Je ne l'ai jamais vu, quel que soit le déplacement, avec une arme, et moi j'ai jamais eu aucun retour disant M. Benalla est armé à l'occasion des déplacements. Monsieur le Président Sueur, très bien. Eh bien, je vais donner la parole à Monsieur François Pilet. Merci, Monsieur le Président. Colonel, je vais vous poser 2 questions qui sont totalement différentes l'une de l'autre et qui sont, semble-t-il, assez précises. Vous assurez une fonction extrêmement importante, la sécurité du Président de la République. Donc vous devez avoir une connaissance totale de l'inventaire, de toutes les armes, de quelque nature qu'elles soient, qui sont détenues à l'Élysée. Y a-t-il, hors des policiers ou gendarmes et hors de M. Benalla, d'autres personnes titulaires d'un port d'armes ou détentrices d'armes à l'Élysée? C'est ma première question. La seconde, on a vu M. Benalla et d'autres se répandre sur la réorganisation des services assurant la sécurité de l'Élysée et du Président. Pourquoi cette réorganisation? Est-ce qu'il y a eu des incidents qui la légitiment, ce que semble dire indirectement M. Benalla, mais pourquoi réorganiser quelque chose dont a priori on pense que tout fonctionnait très bien? Mon colonel. Concernant les personnes qui peuvent être détentrices d'armes, il faut différencier les différentes natures de détention d'armes. Je vous avoue que sur les 800 fonctionnaires à l'Élysée, je ne connais pas toutes celles qui font du tir sportif. Ça relève de leur vie privée. Très clairement. La pratique du tir sportif, M. Benalla avait un port d'armes, Madame la sénatrice, avait un port d'armes délivré par le préfet de police. Là, on parle de détention de manière générique. Port d'armes ou détention. Moi, à ma connaissance, il y a uniquement, effectivement, M. Benalla, de par son port d'armes, ainsi que les militaires de la garde républicaine, du commandement militaire, mais là je ne parlerai pas au nom du général Biofarina, mais
je pense que je peux me permettre concernant la détention d'armes, et les fonctionnaires et militaires du GSPR qui sont porteurs de leurs armes et qui exercent des missions de police et de sécurité et de protection. Les autres personnels, j'en ai pas connaissance. Mon colonel, ce qui est très compliqué pour nous, c'est de voir à quel point les appréciations peuvent être différentes entre les uns et les autres. Parce que le préfet de police a eu entre les mains le contrat de travail liant M. Benalla avec les services de la présidence de la République pour une mission de coordination de la sécurité avec les forces militaires et le groupe de sécurité de la présidence de la République. Il a été attentif à l'attestation de formation continue qui a pu être délivrée par le major de police en charge de la cellule formation du groupe de sécurité de la présidence de la République, ainsi que les carnets de tir à jour produits par M. Benalla. Il vise ces documents dans sa décision. Ensuite, il relève que M. Benalla est chargé d'une mission de police dans le cadre de son action de coordination de la sécurité de la présidence de la République avec les forces militaires et le GSPR. Je pense que les forces militaires, ça vise le commandant militaire du palais de l'Élysée. Et ensuite mentionne le haut niveau de menace terroriste et la sensibilité du domaine d'exercice de sa mission. Et il arrête ensuite la décision, qui n'est pas une décision permettant à M. Benalla simplement de continuer à pratiquer le tir sportif. Et c'est étonnant que vous n'ayez pas été, alors que votre service est mentionné à plusieurs reprises dans l'arrêté autorisant le port d'armes du préfet de police, c'est étonnant que vous n'ayez pas été à aucun moment en relation avec la préfecture de police au moment de la délivrance de ce permis de port d'armes et que vous puissiez nous dire aujourd'hui que vous n'en aviez même pas connaissance et qui plus est que vous-même n'avez jamais été informé par l'un de vos agents d'avoir participé à une mission au cours de laquelle M. Benalla aurait porté une arme. Si vous voulez, pour nous, c'est très difficile d'y voir clair. Parce que nous ne demandons qu'à vous croire, bien sûr, et vous avez prêté serment. Et en même temps, nous avons là des décisions du préfet de police qui ont une toute autre interprétation de la mission de M. Benalla. Et par ailleurs, nous avons quelques indices qui évoquent une mission de protection que M. Benalla semble également avoir eue pendant la campagne présidentielle. Et nous nous disons vraiment avec un minimum de bon sens, qui peut être démenti par la preuve contraire, j'en conviens, qu'il y a une sorte de continuité dans le travail de M. Benalla. Au fond, les raisons pour lesquelles il a pu être apprécié pendant la campagne présidentielle sont aussi les raisons pour lesquelles il a été recruté, qu'il y a bien sûr une définition de fonction qui correspond à de nouvelles missions, mais qu'il y a une sorte de permanence dans la mission personnelle, en quelque sorte, de M. Benalla auprès d'abord du candidat, puis du président de la République. En outre, je relève que le chef du service de la protection nous a indiqué qu'il était, quant à lui, fermement opposé au port d'armes par M. Benalla, craignant une interférence avec le groupe de protection, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Donc, il semble bien qu'en ce qui le concerne, le chef du service, lui, avait tout de même connaissance de cette question du port d'armes par M. Benalla. Voilà ce que je veux vous dire. Nous avons du mal à établir la vérité face à ces discordances. Je comprends tout à fait, mais je vais revenir sur la question de Monsieur le Sénateur. Monsieur le Sénateur m'a posé la question de savoir si je connaissais d'autres détenteurs de port d'armes, oui. En citant, il a cité Monsieur Benalla. Donc, en plus de, j'ai bien répondu, en plus de Monsieur Benalla, qui a l'autorisation des militaires de la garde républicaine
et des fonctionnaires qui travaillent au GESPER, je ne connais pas d'autres personnes qui sont titulaires d'un port d'armes. J'ai bien répondu à la question. Mais vous saviez donc que M. Benalla... Non, mais là, la question... Oui, mais alors maintenant, je vous en pose une autre, puisque vous saviez que M. Benalla avait une autorisation de porter une arme. Oui, j'étais au courant, mais j'étais pas au courant, j'avais pas l'arrêté. Je savais qu'il y avait une autorisation, mais j'avais pas l'arrêté avec les dénominations exactes. Merci de votre réponse. Monsieur Pilet. Oui, pardon. Mon colonel, s'il vous plaît, allez-y, s'il vous plaît. Donc, je le précise, et comme j'ai prêté serment, je vous le dis très clairement, les yeux dans les yeux, je n'ai jamais vu M. Benalla avec une arme dans les déplacements du président de la République. J'ai eu aucun retour de fonctionnaire. Dans les déplacements dans tous les déplacements, y compris privés? Oui, dans les déplacements, que ce soit officiels ou non officiels. Bien, alors, c'est la question qu'on se pose. Et alors, c'est pourquoi la présidence de la République a-t-elle souhaité que M. Benalla eût un permis de port d'armes? Peut-être que vous ne pouvez pas répondre à cette question et je ne vous en voudrais pas de ne pas le faire. Mais enfin, il a bien fallu que la présidence intervienne pour qu'il obtienne ce port d'armes à raison des fonctions qu'il exerçait à la présidence. Si vous me permettez, vous avez auditionné déjà pas mal de personnes qui ont répondu, me semble-t-il, sur l'instruction concernant la délivrance et l'autorisation du port d'armes, soit le préfet de police ou les directeurs de cabinet du président de la République. Donc moi, je peux vous, du point de vue du GESPER, par rapport à ce que j'ai constaté, à ce que j'ai vécu au quotidien, puisque j'accompagne quasiment au quotidien le président de la République, je n'ai pas vu M. Benalla avec une arme, que ce soit dans les déplacements officiels ou non officiels du président de la République. Je poursuis, Monsieur le Sénateur, Je précise que M. Benalla a déclaré porter son arme lors des déplacements privés. Il l'a déclaré dans la presse. Monsieur le co-rapporteur, s'il l'a déclaré, donc s'il le prétend, moi je n'ai pas constaté qu'il avait d'armes. Je peux pas le dire autrement. Nous vous en donnons acte tout à fait, monsieur mon colonel. Poursuivez, mon colonel. Concernant ça rejoint aussi une autre question que vous avez posée sur laquelle, monsieur le co-rapporteur, ça permettrait de faire une réponse conjointe. Concernant le projet de réorganisation de la sécurité. Là aussi, vous me permettrez une remarque liminaire. Je ne sais pas si ça rentre complètement dans le champ de la commission. Je pense que oui, mon colonel. D'accord. Mais vous comprendrez quand même que pour des raisons de sécurité et par rapport aux propos liminaires que j'ai eu tout à l'heure, je ne pourrais pas m'appesantir sur cette réflexion, bien évidemment. Je dirais que ce projet-là, cette réflexion-là, ce n'a absolument pas pour but de créer une sorte d'officine privée ou d'une garde prétorienne. On espère bien. Mais je préfère le dire, et c'est moi qui le dis. Oui, très bien. Une fois qu'on a dit ça, très clairement, il faut savoir que cette direction de la sécurité de présidence de la République, c'est une réflexion qui a pour but de rapprocher les deux services qui assurent la sécurité de la présidence à l'extérieur pour le GESPER et à l'intérieur pour le commandement militaire. Les incohérences auxquelles il fait allusion, ce n'est pas les incohérences au sein du GESPER, c'est les incohérences éventuelles au sein de la sécurité de manière générale. Effectivement, on a jusqu'à présent un côté compétence intérieure, compétence extérieure. Le but, c'est non pas de faire une fusion, comme je l'ai entendu, mais de créer une vraie synergie entre les services en charge de la sécurité directe du président de la République et de la présidence de la République. Cette réflexion, dont le but est à la fois l'efficience, une meilleure cohérence par rapport à ce que je disais, et également
s'inscrit dans un projet plus global de transformation de l'ensemble des services de la présidence. Le secrétaire général de la présidence, le directeur de cabinet de la présidence l'ont évoqué. Ce n'est pas simplement un projet de transformation des services de sécurité, c'est un projet plus global de transformation des services de la présidence, dans l'esprit du président de la République. Et dans ce projet-là, il y a le volet sécurité. Et le but également, en plus de l'efficacité, c'est d'avoir une plus grande lisibilité et une plus grande sincérité sur le plan budgétaire aussi. La Cour des comptes a reproché depuis des années à l'Élysée son manque de clarté par rapport à l'imputation budgétaire en matière de sécurité. Là, c'est aussi l'occasion, effectivement, d'être très clair et d'avoir un budget propre sur lequel on puisse dire telle action de sécurité, ça coûte tant pour faire ça. D'ailleurs, je souligne qu'il me semble que la semaine dernière, la Cour des comptes, dans un communiqué, a dit tout le bien qu'elle pensait de ces réformes de services, en particulier de la sécurité. Ça allait dans le bon sens. Cette réflexion est pilotée par le général Biofarina et j'en suis le copilote. Là aussi, autant M. Benalla ne dirigeait pas le GSPR, ne dirigeait pas le commandement militaire, ne dirigeait pas la sécurité, autant M. Benalla, comme on a pu le dire il y a une dizaine de jours, ne pilotait pas cette réforme-là. M. Benalla, par rapport à sa position au sein de la chefferie cabinet, a participé en tant que besoin à des groupes de travail, puisque nous sommes actuellement dans la conduite du changement. On a constitué des groupes de travail avec les fonctionnaires concernés, du GSPR, du commandement militaire. Et effectivement, on réfléchit à la meilleure manière de conduire le changement, parce qu'on est dans une véritable conduite du changement, parce qu'on va conduire effectivement les personnels, on va aller vers une nouvelle organisation. Cette réflexion va tendre vers une nouvelle organisation, donc il faut préparer les personnels et les faire adhérer à ce projet-là, en tenant compte de leur réflexion aussi. Voilà ce que je peux dire sur ce projet-là, cette réflexion-là qui a cours et qui est évoquée également par le secrétaire général de l'Élysée et le directeur de cabinet. Madame Jourdain. Une question, si tant est que vous puissiez y répondre sans trahir aucun secret. Il y a donc un comité de pilotage qui a été mis en place dans lequel M. Benalla a toute sa place, ou il n'a que des interventions ponctuelles? Là, on touche l'organisation interne de l'Élysée. Le comité de pilotage, vous l'avez lu dans la presse? Vous venez de dire que vous pilotiez avec le général Biofarina, donc vous me déduisez qu'il y avait un comité de pilotage. Ce binôme-là pilote la réflexion. Et effectivement, en tant que besoin, M. Benalla assistait effectivement à différents groupes de travail. Par exemple, dans les réflexions également, il y a mon adjoint qui est impliqué, il y a l'adjoint du général Biofarina qui est impliqué, c'est normal, c'est totalement logique. Question très simple, est-ce que le ministère de l'Intérieur fait partie de ce groupe de pilotage? Est-ce qualité? Monsieur le co-rapporteur, vous comprendrez qu'il ne m'appartient pas de répondre à cette question-là. Oui, je n'en suis que le copilote. Tous ces travaux de réflexion est fait sous l'égide du directeur de cabinet de la présidence de la République. Et donc le travail en synergie, bien évidemment, avec le ministère de l'Intérieur, il ne m'appartient pas forcément d'y répondre ici. Monsieur mon colonel, je comprends très bien votre réponse. Je me permets de dire simplement, à titre personnel, en tant que parlementaire, que la question de savoir si le ministère de l'Intérieur participe effectivement à ce travail ou ne participe pas n'est pas sans importance par rapport à l'organisation des pouvoirs publics dans notre pays. Mais cette remarque n'appelle pas de réponse, évidemment. Nous avons d'ailleurs posé pratiquement la même question au directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur tout à l'heure.
je n'en ai pas retenu, sous réserve de relire sa réponse, le sentiment que le ministère de l'Intérieur avait une part active à cette réflexion. Je donne la parole maintenant à M. Alain Richard. Monsieur le Président, je voudrais faire une observation de méthode qui va peut-être avoir un peu d'utilité dans la suite de nos débats. J'entends depuis maintenant hier citer abondamment les déclarations faites par M. Benalla à la presse. Et j'entends notamment le co-rapporteur Jean-Pierre Sueur essayer de les opposer aux déclarations qui sont faites par les personnes que nous auditionnons. Il me semble donc justifié de souligner l'écart de statut entre ces deux positions. M. Benalla est une personne qui a été licenciée pour motif disciplinaire de ses fonctions à l'Élysée. Et c'est une personne qui fait l'objet d'une enquête judiciaire qui, selon toute vraisemblance, se terminera dans un nombre de mois à évaluer devant le tribunal correctionnel de Paris. Et donc, les propos publics qu'il tient relèvent, un enfant de 8 ans comprend cela, d'une stratégie de défense personnelle. Et j'observe aussi que les faits concrets, démontrables, qui sont cités dans ces propos sont rarissimes. En revanche, les hauts fonctionnaires, serviteurs de l'État, qui s'expriment devant nous sous serment dans une audience parlementaire, s'expriment dans des conditions extrêmement différentes. Et donc, je pense qu'il serait fâcheux qu'au sein de la commission d'enquête apparaisse une égalité de valeur entre les propos de l'un et des autres. Je vous remercie. Mes chers collègues, ce n'est pas parce que nos collègues rapporteurs ou moi-même ou d'autres collègues posons des questions à partir des propos de M. Benalla que vous pouvez en déduire que nous attachons la même valeur à des propos tenus sous serment par des hauts fonctionnaires et aux propos de M. Benalla. Simplement, M. Benalla est peut-être assez bien placé pour s'exprimer sur le travail qu'il faisait. Et c'est intéressant, je trouve, non pas d'opposer les uns aux autres, mais de faire la lumière à partir de contradictions qui ont émergé. Et d'ailleurs, mon cher collègue, ces contradictions n'existent pas seulement entre les propos de M. Benalla et les explications que nous recevons à la commission. J'ai lu tout à l'heure l'arrêté du préfet de police, nous l'avons aussi interrogé, sur la nature exacte de la fonction de M. Benalla. Subsistent quelques interrogations, et je ne crois pas qu'il soit malvenu de les soulever précisément pour permettre aux personnes auditionnées de les démentir si elles méritent de l'être, me semble-t-il. Alors, Monsieur le Président Sueur. Notre collègue Alain Richard ayant bien voulu me citer, je tiens à préciser mon total accord avec lui. Il n'y a pas, dans mon esprit, de signe égal entre une personne qui, en effet, a accompli des actes dont devant cette commission, et vous pouvez m'en donner acte, mes chers collègues, j'ai à de nombreuses reprises dit que, comme l'a dit le président de la République, ils étaient inadmissibles et inacceptables. Et les fonctionnaires que nous recevons, les hauts fonctionnaires, et simplement des déclarations qui sont faites dans la presse ou dans les médias sont un fait. Et ces déclarations traitent, mais tout à fait. Elle n'est peut-être pas seulement personnelle, d'ailleurs, mon cher collègue, Monsieur Benalla, compte tenu des conditions dans lesquelles ces propos ont été recueillis. Dans une stratégie de défense, et certainement qu'il cherche à se présenter sous le meilleur jour, alors qu'il a accompli des actes qui sont inadmissibles et inacceptables. Mais j'ajoute aussi, pour être tout à fait précis, donc que dans l'énoncé des questions, il est vrai que j'y ai fait allusion, et je le revendique la possibilité de le faire, mais que presque à chaque fois, quitte à être parfois un peu long, j'ai tenu à dire toute notre admiration et notre estime pour les fonctionnaires de la police, de la gendarmerie,
des différents services de sécurité. Et encore à l'instant, pour le GSPR, puisque j'ai témoigné et j'ai dit l'immense difficulté et aussi l'abnégation de votre tâche et de celle des hommes et des femmes qui travaillent avec vous. Donc, voilà, cette mise au point, je crois, était utile et c'est pourquoi je remercie Alain Richard de nous y avoir conduits. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. Colonel, nous sommes toujours dans la recherche, vous l'avez compris, d'une certaine vérité et la capacité de comprendre quelles sont les contradictions sur les propos, les différents propos qui sont tenus par les uns et les autres. Notamment, il règne de fait, alors à tort ou à raison, une certaine confusion sur le rôle de Monsieur Benalla dans ses fonctions de protection ou pas du Président de la République. Et notamment, lorsque nous avons interrogé Monsieur le ministre de l'Intérieur, il nous a indiqué ne pas connaître personnellement Monsieur Benalla, mais le connaître bien évidemment de vue, et qu'il l'avait toujours pris pour un policier. Qu'est-ce qui peut laisser croire, dans l'attitude de Monsieur Benalla, puisque j'espère le côtoie régulièrement, qu'il aurait un rôle de policier à quelqu'un d'aussi aguerri que Monsieur le ministre de l'Intérieur? Mon colonel. Madame la co-rapporteure, vous comprendrez aisément qu'il m'est difficile et impossible de commenter les propos tenus par Monsieur le ministre de l'Intérieur. Ceci étant dit, pour moi, en tant que chef du GSPR, pour mes personnels, il n'y a aucune confusion. Monsieur Benalla n'était pas officier de sécurité. Monsieur Benalla, je me permets de le redire, mais c'est important, hein, ne dirigeait pas de service de sécurité, ne dirigeait pas le GSPR. Il était à la chefferie de cabinet, chargé de mission adjoint auprès du chef de cabinet. Et à ce titre, il avait un rôle de facilitateur entre les différents services. J'ai évoqué tout à l'heure l'appellation de chef d'orchestre, au même type que tous les autres membres de la chefferie de cabinet. Merci, mon colonel. Le tour est venu pour Madame Canaillet de poser sa question. Oui, merci, Monsieur le Président, colonel. Ma question va peut-être être un peu à côté de la plaque, mais je voulais juste savoir, concernant l'émission de Monsieur Benalla, vous nous avez expliqué clairement le contenu de ces missions avant et après la date de sa suspension, le 22 mai, je crois, avant le 22 mai jusqu'au 22 mai. Moi, je vous posais la question sur l'action qui s'est passée au moment du retour des Bleus. Je voulais savoir dans quel cadre rentrait la participation de Monsieur Benalla. Je ne sais pas si GSPR était mobilisé sur cette manifestation. Et avez-vous eu vent, avez-vous été au courant de friction là aussi entre les forces de l'ordre et Monsieur Benalla? Mon colonel. Oui, Madame la sénatrice, le président de la République n'étant concerné, sa protection ne relevant que du commandement militaire puisqu'il était au palais, parce que je vais parler de compétences tout à l'heure intérieures, extérieures. Le président n'étant pas en déplacement pour le retour des Bleus, bien évidemment, le GSPR n'était pas concerné par le retour des Bleus. Ceci étant dit, la chefferie de cabinet, le directeur de cabinet, était concerné par le retour des Bleus. Et c'est à ce titre-là que M. Benalla est impliqué. Mais je pense que M. le directeur de cabinet, la présidence de la République, a répondu à cette question-là. Moi, je n'ai pas eu connaissance de friction particulière entre M. Benalla et des membres des forces de l'ordre à cette occasion. Monsieur Kerrouche. Merci, Monsieur le Président. D'abord, parce que notre collègue Alain Richard a pris la parole tout à l'heure, il me semble quand même qu'il a parlé de prises de parole qui étaient des prises de parole individuelles de la part de M. Alexandre Benalla. Au vu des éléments dont nous disposons, il semble par ailleurs que M. Benalla ait été à minima accompagné. Non, il ne semble pas. Dans l'article du Monde notamment, il est fait très clairement référence à certaines personnes qui montrent que, au-delà de la stratégie
individuelle, on peut se poser la question de la communication politique. Mais par ailleurs, c'était pas une. Je répondais à votre. Je faisais un commentaire sur l'affaire comme vous avez jugé utile de le faire. Sur mon colonel, juste une question qui peut être périphérique, mais qui permettra peut-être de nous éclairer, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, sûrement. Je ne comprends pas, et peut-être vous pourrez nous donner des informations là-dessus, le rôle et le statut de M. Vincent Crase au sein de l'Élysée. On parle de lui comme chargé de mission. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de mobilisation de monsieur Crase par le commandement militaire de la présidence de la République pour nous éclairer sur ce qu'il faisait exactement? Est-ce que, par ailleurs, il y avait une connaissance des liens qui existaient entre monsieur Crase et monsieur Alexandre Benalla, qui, par ailleurs, semblaient bien se connaître, où il y avait des rencontres fortuites? On sait qu'ils avaient voulu créer une société ensemble. Voilà, et donc il n'est peut-être pas indifférent d'avoir des renseignements pour comprendre pourquoi, au final, ils finissent ensemble au même endroit le 1er mai. Mais cette dernière partie ne me demande pas d'appréciation, bien sûr, de votre part. Mon colonel. Monsieur le sénateur, concernant le rôle et le statut de M. Vincent Crase au sein de l'Élysée, comme il ne relevait que du commandement militaire, je ne peux pas m'exprimer au nom du général Biofarina, commandant militaire du palais. Puisqu'il était sous l'autorité du général Biofarina en tant que réserviste, et pas sous l'autorité du chef du GSPR. Concernant les liens entre M. Crase et M. Benalla, je savais qu'ils se connaissaient, ni plus ni moins. Bien, Madame Jourda demande la parole. Merci, Monsieur le Président. Colonel, ce matin, nous avons entendu Monsieur Gérier qui, sur interrogation, nous a confirmé qu'un agent de la sécurité de la campagne de candidat, Emmanuel Macron, avait été recruté au sein du GSPR. Alors, nous aurions souhaité savoir dans quelles conditions, c'est-à-dire si vous connaissiez cette qualité d'ancien membre de la sécurité de la campagne du candidat, et si, le cas échéant, M. Benalla a pu avoir un rôle quelconque dans ce recrutement en présentant ce candidat ou en appuyant sa demande d'une quelconque façon ou de tout autre moyen. Mon colonel. Lorsque le chef de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, fait référence à un agent de sécurité, de qui parle-t-il ? Il parle d'un agent dont qu'il n'a pas nommé et qui est un ancien du GIGN et qui tiendrait le rôle, entre guillemets, de siège. Vous êtes sur la piste, mon colonel. Faisons ce que nous pouvons et ce que nous avons. Monsieur le Président, je remarque que vous êtes bien renseigné. Il se trouve... Non, monsieur. Il se trouve que dans mon parcours personnel et professionnel, j'ai été commandant second du GIGN. Donc, effectivement, je connais bien cette personne. Cette personne-là a servi 13 ans au GIGN, presque 14, a eu d'éminents états de service et a fait valoir ses droits à la retraite, s'est engagé dans la sécurité privée, c'est son droit. Et effectivement, lorsque il s'est agi de constituer le GSPR, il a été engagé en tant que sous-officier commissionné. Sous-officier commissionné. Vous pouvez traduire, oui. Absolument, absolument. Non, mais je ne vais pas vous laisser je vais vous donner des précisions. Sous-officier commissionné, c'est sous-officier sous contrat. Donc, il a été, entre guillemets, réactivé en tant que gendarme.
ayant dépassé la limite d'âge pour servir au GIGN, il ne pouvait plus être réaffecté au GIGN. Et donc, il a été affecté à la garde républicaine, à la compagnie de sécurité de la présidence de la République, détaché au GIGN pour servir au sein du groupe de sécurité de la présidence de la République. Merci. Et pour répondre Oui, allez-y. beaucoup plus clairement à votre question, comme c'est quelqu'un, vous imaginez, que je connaissais personnellement, je n'ai pas eu besoin d'avoir une orientation de M. Benalla pour faire en sorte que cette personne-là soit réactivée en bonne et due forme pour pouvoir servir en tant que militaire de la gendarmerie au sein du GSPR, où il n'y a que des fonctionnaires de police du SDLP ou des militaires de la gendarmerie. Merci de cette réponse très claire, mon colonel. Madame de Romédy. Merci, Monsieur le Président. Colonel, sur plusieurs photographies, Monsieur Benalla paraît porter des insignes sur sa veste tels que ceux qui sont portés par les membres du GSPR. J'ai 3 questions. Est-ce que c'est normal? S'agit-il des mêmes insignes? Et enfin, d'autres membres de la chefferie portent-ils les mêmes insignes? Mon colonel. Il ne s'agit pas des mêmes insignes. Nous portons des insignes avec un fond noir marqué GSPR. Les membres de la chefferie de cabinet et les conseillers du président portent des pins présidence de la République qui sont dorés, donc qui ont la même forme, c'est une forme circulaire, mais qui ne sont pas les mêmes. Ça permet d'identifier très clairement, et pour pas qu'ils soient embêtés, qu'ils puissent continuer à travailler au plus près du président et qu'ils soient identifiés par les forces, notamment des forces de l'ordre, lors des déplacements du président. Donc c'est 2 pins vraiment différents. Et la deuxième catégorie de pins, ce sont des pins qui sont référencés par le chef de cabinet et qui sont délivrés de manière nominative et numérotée, de manière à ce qu'il n'y en ait pas, tout le monde n'en ait pas, bien évidemment. Merci de votre réponse, Monsieur Jacques Bigot. Ah, j'avais noté que vous vouliez poser une question, ça n'est pas le cas. Madame Sologoub. Merci, Monsieur le Président. Colonel, je vous remercie parce que vous êtes très précis dans les mots que vous employez, ce qui nous permet en effet d'éclairer probablement notre réflexion. J'avais noté précisément une phrase que vous avez répétée. Vous nous avez bien dit que vous n'avez jamais vu Monsieur Benalla armé lors des déplacements du Président de la République. Alors je vais me permettre de revenir sur cette question, je vous prie de m'excuser, et d'aller un tout petit peu plus loin que la question de Monsieur Pilet qui vous interrogeait sur les permis de port d'armes. Je voudrais savoir très précisément, à votre connaissance, s'il serait possible que M. Benalla ait pu recevoir une arme dite de dotation administrative, même si éventuellement il ne l'emmenait pas avec lui lors des déplacements du président de la République. Pour nous, c'est très important de comprendre au-delà de l'arme parce que ça nous permet de comprendre un petit peu mieux le statut et la position de M. Benalla, puisque vous n'êtes pas sans savoir que ces armes sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de police et de gendarmerie. Je vous remercie. Mon colonel. Question très précise sur le statut de l'arme de service de M. Benalla et son origine. Sur le statut de l'arme détenue à titre individuel par M. Benalla, pas son arme de service. Les armes de service sont des armes que les personnels du GSPR ont en dotation. Je me permets d'être précis sur la terminologie parce que ce n'est pas anodin. Je rappelle que M. Benalla avait un permis de port d'armes à raison des fonctions de police à la présidence de la République. Donc, mais c'est intéressant de vous entendre apporter une réponse précise à cette question. Tout à fait, Monsieur le Président. M. Benalla avait, me semble-t-il, j'ai vu récemment, avait à titre personnel déclaré un Glock 43. Pour être précis. Ce qui n'est absolument pas la dotation des fonctionnaires du GSPR. Puisque pour être plus précis, les fonctionnaires du GSPR disposent de Glock 17, de Glock 19, de Glock 26, et nous avons 3 armes
d'instruction qui sont des Glock 45. Et ce sont des dotations individuelles, donc qui ne se prêtent pas. Donc, les armes sont complètement différentes. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de dotation administrative pour M. Benalla, bien évidemment. C'était donc une arme personnelle qu'il avait achetée avec ses deniers personnels. Il me semble que c'est... Il me semble... Merci, Monsieur le Ministre. Il me semble que c'est... Alors là, que c'est ce qu'il a indiqué dans la presse. Hein. Cette fois, vous l'avez lu. Alors, mon colonel, j'ai une question complémentaire, puisqu'on parle de l'équipement de M. Benalla. Sa voiture, la voiture de fonction qu'il avait, était équipée d'un pare-brise police. Alors, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un pare-brise police. À la place du miroir, sur le pare-brise du passager avant, il y a réversible, une mention police qui est éclairée et qui permet aux agents de police qui sont sur le chemin de la voiture de laisser passer ce véhicule pour permettre aux personnes qui sont à l'intérieur de remplir leur fonction de police. Je voudrais savoir si c'est le GSPR qui a installé ce pare-brise, parce que le ministère de l'Intérieur nous a dit très clairement qu'il n'avait rien à voir avec cela. Et si ça n'est pas le GSPR, pourriez-vous faire une supposition sur l'origine de ce pare-brise? Oh oui. Alors vraiment, il faut tout corriger. Ce n'est pas le pare-brise, c'est le pare-soleil, évidemment. Je vous prie de m'excuser. Monsieur le Président, ce n'est pas le GSPR qui a équipé le véhicule de service de M. Benalla. Et j'irai plus loin qu'une supposition, puisque c'est le garage de l'Élysée, sous l'autorité du général Biofarina, qui équipe les différents véhicules de service des collaborateurs et non de fonction, des collaborateurs du président, au premier rang desquels les membres de la chefferie de cabinet, notamment M. Benalla, pour leur permettre, effectivement, par rapport à leur disponibilité, de pouvoir être rapidement sur les lieux où le président est amené à se rendre, pour leur permettre également de pouvoir intégrer un cortège en cas de besoin. Donc là, typiquement, l'équipement du véhicule, qui ne concerne pas que le pare-soleil, puisque vous avez ce qu'on appelle aussi des feux de pénétration, eh bien, est destiné à faciliter le service d'un certain nombre de collaborateurs, et ce sont des équipements standards des collaborateurs qui ont des véhicules de service au sein de la présidence. Merci de votre réponse. Monsieur Longuet. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais vous présenter mes excuses, mon colonel. Je n'ai pas entendu les débuts de votre intervention. Et je vais vous poser une question un peu générale. J'ai bien compris qu'il y avait un gouverneur militaire qui défendait le palais. J'ai bien compris que le GSPR avait vocation à protéger le président dans ses déplacements publics. Toute la question est de savoir qu'est-ce qu'un déplacement privé, où s'arrête-t-il, où commence-t-il et avec qui en parlez-vous? L'avis d'un responsable politique est contraignante, celle du président de la République est exceptionnellement contraignante. Et je voudrais savoir comment fonctionne entre le GSPR, le chef de cabinet, le commandement militaire, la protection de la vie, ce que l'on appelle la vie privée du président de la République, si tant est qu'il puisse avoir une vie privée. Qui le dit, à quel moment, comment et qui s'en occupe, pour éviter, pour respecter à la fois la personnalité, la liberté du président de la République et en même temps ne créer aucune condition qui pourrait l'exposer, car à tout moment il reste le président de la République française et à tout moment il peut être exposé et il n'y a pas en quelque sorte de trêve
de la malveillance, et il n'y a pas de trêve de la violence éventuelle, d'une agression terroriste. Et donc, comment gérez-vous cela à l'intérieur du fonctionnement du cabinet de la présidence globalement? Mon colonel. Monsieur le ministre, je vais vous apporter quelques précisions, mais sans rien dévoiler quelque part, parce que Sans épuiser le sujet. Sans épuiser et sans rien dévoiler surtout, parce que dans mes propos liminaires, j'ai indiqué que je ne pourrais pas rentrer dans l'organisation interne de la présidence et dans les différents modes d'action et les déplacements officiels comme les déplacements non officiels. Nous avons des modes d'action qui sont adaptés. Je dirais juste que je reprends votre terminologie, vous avez indiqué que, bon, c'est pas un gouverneur militaire, c'est un commandant militaire en fait. Hein. Oui, un commandant, pardon. Le commandant militaire, en fait, hein, s'occupe de l'intérieur, à la compétence sur l'intérieur des emprises présidentielles. Le GESPER a la compétence de la sécurité, pas seulement sur les déplacements publics, mais sur l'ensemble des déplacements du président. Sur l'ensemble des déplacements du président. C'est pour cette raison que quand j'ai expliqué tout à l'heure... Un déplacement, pardonnez-moi mon colonel, un déplacement, c'est lorsque le président sort du palais. Exactement, c'est quand physiquement, il met les pieds sur le trottoir. Lorsque le président Mitterrand allait acheter des livres dont il était un collectionneur et d'ailleurs un homme extrêmement averti, il aurait été sous le contrôle du GSPR. Je me permets de parler au nom de mes anciens, mes grands anciens, c'est pas il aurait été, c'est qu'il était. D'accord. Et c'est la même chose actuellement, exactement pareil. Et c'est la même chose actuellement. Absolument, c'est la même chose. Et effectivement, il y a le principe de base et intangible, c'est la permanence et la continuité de la sécurité du chef de l'État, quel que soit l'endroit où il se trouve et quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Madame Jourdain. Merci, Monsieur le Président. Je me permets de reformuler la question en d'autres termes, colonel. Cela signifie-t-il qu'à aucun moment, le Président de la République ne peut avoir le choix de son mode de protection, ni de l'intensité de cette protection? Mon colonel. Je préciserai que, vous comprendrez, Madame la co-rapporteure, que là, on rentre dans des modalités d'action que j'ai indiquées dans mes propos liminaires et que je ne pourrais pas répondre à ce type de questions. Je dis simplement que les différents modes d'action sont adaptés aux circonstances. Oui, chaque mot a son point, à son poids. Président. Adapté aux circonstances. Voilà. Alors, est-ce que c'est une question pour rebondir? Est-ce que cette adaptation va jusqu'au choix des équipes et à la constitution des équipes qui assurent la sécurité du président? Mon colonel. Cela relève de mon autorité, donc de mon choix. Merci, mon colonel. Madame de la Gontrie. Merci, Président. Tout à l'heure a donc été évoqué et a été souligné la qualité des informations qui pouvaient être celles recueillies par la Commission concernant donc l'intégration de cette personne qui n'a pas de nom pour l'instant, mais qui est donc un de vos anciens collègues, ancien du GIGN, qui remplissait le rôle de siège, et donc dont vous avez indiqué qu'il avait été intégré au GSPR, sachant que depuis le début de nos auditions, nous entendons des propos dont, je le dis avant qu'Alain Richard ne le dise, nous ne connaissons pas la robustesse, mais nous les entendons. Donc on comprend que cette personne avait participé à la campagne du candidat Macron et donc intègre ensuite le GSPR. Est-ce que, à votre connaissance, M. Benalla a joué un rôle, puisque vous êtes le chef du GSPR, dans les recrutements de telle ou telle personne, sans prendre, enfin je ne vais pas jusqu'à imaginer qu'ils prennent la décision à votre place,
Si c'était le cas, bien évidemment, vous pourriez l'indiquer. Mais est-ce qu'il y avait un rôle de recommandation, d'indication d'un certain nombre de personnes, puisque ça semble avoir été le cas ou pas concernant cet ancien du GIGN? En colonel, vous avez déjà partiellement répondu à la question, mais au-delà de... Oui, mais je vais reformuler encore ma réponse. Très bien. J'ai précisé, Madame la sénatrice, que M. Benalla ne m'est pas poussé à recruter la personne auquel vous faites référence. Et d'ailleurs, je ne citerai pas son nom, parce que par souci de sécurité, bien évidemment. C'est une personne que je connaissais personnellement. Je connaissais ses états de service, je travaillais avec lui, et très clairement, voilà, c'est à la demande particulière, non pas de M. Benalla, mais d'une autre personne que j'ai fait ça, voilà, très clairement. Mais j'en assume pleinement le choix. Tout à fait. Et donc ça me permet de repréciser que, au-delà de cette personne-là, M. Benalla n'a joué aucun rôle dans le recrutement, dans la composition du GSPR. Je le redis, M. Benalla n'était pas officier de sécurité, M. Benalla ne dirigeait pas le GSPR, M. Benalla n'a pas joué de rôle dans le recrutement des officiers de sécurité du GSPR. Les personnes qui ont joué un rôle dans le recrutement des officiers de sécurité du GSPR, à compter du GSPR, à compter du 14 mai 2017, sont devant vous. Il s'agit du commissaire divisionnaire Péraudon et de moi-même. Parce que M. Péraudon a une connaissance parfaite de la police nationale et du service de la protection. Et moi, je pense avoir une bonne connaissance de la maison gendarmerie. Donc ça nous a permis, effectivement, d'avoir une approche très fine de qui pouvait composer, qui devait composer le GSPR, qui devait protéger le président Macron. Alors, nous sommes... Je crois que la réponse est suffisante, à moins que vous vouliez préciser votre question et avoir un complément, Madame de la Gontrie. Très bien. Madame et Monsieur les rapporteurs, avez-vous d'ultimes questions? Ce n'est pas le cas, chers collègues, vous non plus. Mon cher collègue, appuyez sur le bouton de la... Le Glock 43, c'est un calibre plus lourd, une arme d'arrêt, parlez-nous un peu du Glock 43, et est-ce qu'on l'utilise dans l'administration française, soit dans la gendarmerie, soit dans la police, en dehors des services de l'État? Alors, mon colonel, une précision technique sur cette arme, sa portée, son utilité. Non, alors, concrètement, moi le Glock 43 est une arme compacte comme tous les Glock. Hein, c'est une arme que l'on peut utiliser, qu'on peut choisir par rapport à une bonne prise en main. C'est-à-dire que normalement, quel calibre? C'est une arme d'arrêt 9 mm. À 9 mm. Comme le Glock 17, comme le Glock 19, comme le Glock 26. Ce n'est qu'un 9 mm. Mais effectivement, sa prise en main est spécifique, elle est assez fine par rapport, par exemple, au Glock 17. Bien, mon colonel, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons maintenant vous remercier de votre coopération, de la clarté et de la fermeté de vos réponses. Cette audition est maintenant terminée, de même que la séance de la commission. Demain, c'est à 8h. Demain, nous nous retrouvons à 8h pour entendre le délégué général du mouvement La République En Marche, M. Castaner.